Chers amis, bonjour. Nous sommes le 7 janvier 2025 et j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Alain Ledoyen, qui est dans un continent que je ne connais pas très bien, c'est l'Amérique du Sud. Bonjour Alain, comment vas-tu? Bonjour Marc, bonjour à tous. Eh bien, bienvenidos en Buenos Aires. Todo bien? Alors, quelle heure il est pour toi? Parce que pour moi, il est 22h30, ça fait quoi? 15h30 heure française et en Argentine, c'est là où tu es, c'est ça? Très exact. Il est 11h31. Je suis en Argentine, à Buenos Aires. Oui. Il est D'accord. 11h31. Alors, Nous avons l'hiver. L'hiver, nous avons 4 heures de décalage avec Paris. oui, nous avons 7 heures, ce qui fait 11 heures d'écart. Ouais, on a très bien, très bien. Alors, dis-nous tout. On veut savoir ce que tu fais. Bon, on m'a mis en contact avec toi. Enfin, je t'ai découvert. Je sais plus ce qui s'est passé, mais en fait, j'ai vu des informations intéressantes sur l'Amérique du Sud, sur l'expatriation, sur des prises de position politiques. Donc, finalement, j'ai l'impression que tu fais un petit peu en Amérique du Sud ce que je fais en Asie. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement? En quelques mots, explique-nous ce que tu fais là-bas. Alors, je suis un ancien Parisien qui en avait marre de la vie à Paris et qui, après avoir réfléchi s'il devait partir en province ou à l'extérieur, a décidé de franchir, de faire le grand pas, le grand saut plutôt, et de traverser l'Atlantique Sud pour découvrir, en tout cas pour euh, approfondir ma connaissance du continent sud-américain. J'ai donc Paris, j'étais agent immobilier dans le 5e et 6e arrondissement. Alors quand on dit immobilier, on dit immobile. Ce qui fait que je suis aujourd'hui en Amérique du Sud depuis 2 ans, vraiment. Alors, bon, je fais de nombreux voyages en Amérique du Sud depuis 2001, mais là, j'y suis vraiment et j'ai décidé pour le moment de ne pas m'installer, mais de découvrir les pays, pays par pays, de la Colombie jusqu'à l'Argentine et de profiter un peu de mon statut de digital nomade parce que 20 ans dans l'immobilier m'a donné des envies de voyage et de déplacement. Là, tu es Voilà. dans l'extrême Alors, mobilité. exactement, d'extrême mobilité. Donc, j'ai habité en Colombie, en Équateur, un petit peu au Pérou, en Bolivie, au Paraguay. Et là, je suis actuellement en Argentine et je m'apprête à retourner au Paraguay pour ensuite faire la partie sud du Brésil et de l'Uruguay. Tu n'as pas fait le Chili? J'ai mal Le entendu. Chili, c'est pour le deuxième semestre 2025. D'accord. Je pense Effectivement, au Chili parce que j'ai un Santi- ami qui est responsable d'une association de Chiliens à Hong Kong, donc ça me vient à l'esprit comme ça. d'accord. Effectivement, je pense que Santiago sera la dernière capitale des pays que je me suis fixé de connaître. Parce qu'il y a des pays que je vais laisser un petit peu en stand-by pour des raisons à la fois politiques et puis d'intérêt culturel, comme le Suriname, la Guyana. Et je ne parle pas évidemment du shithole qui est la Guyane française, hein. Voilà, donc Santiago sera effectivement la dernière des capitales qui font partie des pays que j'ai choisi de connaître et que j'ai choisi sur lesquels j'ai choisi de travailler. Alors, attends, mais c'est quoi le problème de la Guyane française? Parce qu'on a des membres du CFI là-bas, je rigole pas, c'est vrai en plus. Le problème de la Guyane française, c'est que c'est un peu un concentré de tous les problèmes qu'il y a en France, donc de la haine anti-française, des trafics en tout genre, donc des trafics de ce qu'on appelle les orpailleurs, c'est-à-dire que ce sont des gens, des groupes de personnes qui vont dans la jungle et qui essayent d'extraire de l'or de façon illégale. On a des trafics de stupéfiants, on a des trafics migratoires, puisque désormais, beaucoup de Marocains et d'Algériens ont la bonne idée de passer par la Guyane française pour ensuite aller vers la métropole française. Et c'est un peu une passoire migratoire. Sans parler de la cherté des prix, puisque tous les produits qui sont importés en Guyane française subissent une taxe d'environ 25%. Oui, En comme dans fait, tous on les a une dom-toms. concentration de tous les maux qui touchent la, la métropole, alors que c'est plutôt, je ne parle pas des villes, mais la nature est magnifique et la, la C'est le nature et Brésil, quoi. la jungle guyanaise, voilà, est un des plus grands parcs éco-préservés de l'Union européenne. Donc, la nature est magnifique quand les orpailleurs ne la salissent pas avec leur trafic.
Mais bon, c'est vrai qu'humainement et socialement, politiquement, c'est une catastrophe. Bon, ok, Voilà. ok. Bon, là, tout de suite, quand on te regarde, on voit qu'est-ce qui s'est passé avec ton œil? Il y a un Est-ce que tu problème. t'es battu dans la jungle? Tu as fait quoi? Alors, je ne me suis pas battu dans la jungle, je n'ai pas été agressé par un anaconda, ni par une tarentule. Je n'ai pas non plus été agressé, tout simplement. J'ai manipulé simplement des feuilles d'une plante particulièrement venimeuse qui s'appelle la Brugmansia, et je me suis machinalement gratté l'œil après cette manipulation sans enlever mes gants, ce qui a infecté la pupille et l'agrandit démesurément, donc laissant passer beaucoup de lumière, m'éblouissant et me provoquant des douleurs ophtalmiques. Donc, je suis obligé de garder l'œil couvert pendant quelques mois pour qu'il se repose, pour que le nerf oculaire ne soit pas infecté. Sinon, je perdrais définitivement mon œil. Mais j'ai aussi la chance d'être à Buenos Aires, qui, comme à Montevideo ou à Sao Paulo en Brésil, a les meilleures cliniques et les meilleurs hôpitaux du continent. Alors, justement, parlons-en. Donc, Qu'est-ce que tu peux nous dire? je dois patienter avec mon bandeau pendant quelques mois. Bon. D'accord. Bon, ça va, ça passe vite. Alors, tu nous dis que les Oui, hôpitaux sont bons. Alors, comment est la vie en Amérique du Sud, les différents pays? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience? Parce que, donc, si j'ai bien compris, tu voyages depuis 2 ans dans toute l'Amérique du je Sud. voyage depuis. Alors, Ouais, tu voyages je depuis connais longtemps, mais à l'Amérique du temps plein depuis Sud. 2 ans, c'est ça? Voilà, je connais l'Amérique latine depuis 2001. Je suis allé au Brésil, je suis allé au Mexique, je suis allé au Honduras et au Belize. Et puis après, j'ai découvert d'autres pays, notamment le Brésil. Alors, j'ai fait un premier voyage de repérage pour savoir si vraiment, pendant 3 mois, cette vie sud-américaine, qui est quand même un peu différente de la vie à Paris, me convenait. Donc, j'ai fait une immersion pendant 3 mois et demi en Colombie, de novembre 2022 jusqu'à, d'ailleurs, c'était 4 mois, de novembre 2022 jusqu'à mi-mars 2023, pour faire un premier test, pour savoir si ça me convenait. Franchement, je suis rentré, je me suis dit, c'est génial, je vends tout et je me donne 4 mois pour repartir. Et là, définitivement, avec 3 sacs et ma carte Ledger. Voilà. Pas de famille, Ma clé pas de Ledger. femme, pas d'enfant? Divorcé sans enfant, donc liberté Donc totale, un peu de libre, voilà. capital comme tout homme de 50 ans qui se respecte, que j'ai tout liquéfié en crypto-monnaie pour pouvoir être totalement mobile et ne pas, par exemple, devoir appeler des locataires de l'endroit où je suis. Voilà, donc je Pas suis avoir de problème à vraiment ce qu'on gérer en appelle. France, ouais. Exactement. L'idée, c'était la liberté totale après 20 ans d'immobilier. Voilà. Donc, je suis arrivé à Quito. Je suis resté un petit peu en Espagne parce qu'il y a certaines régions d'Espagne que je ne connaissais pas. J'ai pris l'avion à Madrid et je suis arrivé à Quito où j'ai vécu pendant 6 mois. Voilà, pour Alors tester. pourquoi l'Amérique du Sud? Pourquoi pas l'Espagne? Pourquoi pas le Portugal? Qu'est-ce qui t'attire? Alors, Alors déjà, pour des raisons personnelles, on va dire que c'est un vieux rêve d'enfant. Lorsque j'étais gosse, je lisais beaucoup de livres sur les animaux et il y avait un livre qui s'appelait Les animaux du monde et les animaux d'Amérique du Sud et j'étais vraiment subjugué par les animaux qui étaient listés. Donc, mon premier, mon premier, la première raison, c'est avant tout une raison émotionnelle et puis une volonté de voir la nature, de faire des treks dans la jungle, de faire des treks en montagne, ce que j'ai déjà fait. Je suis allé à Laetitia, j'ai fait des marches dans la jungle équatorienne, j'ai fait 2 fois la haute montagne. Et je crois que si on n'aime pas la nature, venir en Amérique du Sud ne sert pas à grand-chose parce que les villes en soi, à part des grandes villes comme Buenos Aires, n'ont pas vraiment d'intérêt. L'intérêt de l'Amérique du Sud, c'est sa nature subjugante, que ce soit les chaînes de montagnes ou la jungle ou les déserts ou même le cercle polaire au sud du Chili et de l'Argentine. Ici, on a tout. On a tout concentré on a tous les climats et tous les types de paysages concentrés sur un seul continent. Après, il y avait d'autres raisons qui sont plus rationnelles. Je voulais quitter l'Europe, mais sans non plus être obligé d'apprendre une langue qui soit un petit peu exotique. Je connais l'anglais, je parle anglais,
mais je ne suis pas non plus, étant un visuel, je suis assez moyen en apprentissage de langue et je voulais pouvoir parler facilement la langue des pays. Et l'Amérique du Sud, évidemment, c'est idéal pour moi parce que l'ensemble de l'Amérique du Sud parle espagnol et portugais au Brésil. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'apprendre une langue et un dialecte en changeant de frontière. Vous êtes sur un continuum d'une vingtaine de pays en parlant espagnol, c'est-à-dire la langue la plus proche du français. D'accord. Donc, Voilà. c'est pas Donc comme ça, si c'est quand même un tu allais très en grand Chine, quoi. Ouais. avantage. Bah, où j'allais en Chine, où j'allais en Thaïlande, et puis après je passe en Birmanie, et puis après j'allais en Inde. Enfin, voilà, c'est. Et puis je parle même pas de l'Europe de l'Est, où bah, quand on passe de Hongrie en Slovénie et de Slovénie en Roumanie, on doit parler trois langues. Alors les gens disent oui, mais si tu peux parler, si tu parles le russe ou un peu l'allemand, oui, mais enfin, voilà. En Amérique du Sud, on parle, tout le monde parle espagnol. C'est d'ailleurs la deuxième langue la plus parlée au monde après le mandarin. Elle est passée devant l'anglais. Tout le monde parle espagnol avec des petites expressions différentes en Colombie ou en, ou en Argentine, avec une façon de parler en Argentine et un accent, notamment sur les yeux, playa qui deviennent les plachas, avec, mais ça reste de l'espagnol. Et si vous parlez D'accord. colombien, un espagnol colombien en Argentine, on vous comprend très bien. Voilà. Donc ça, quand même, la troisième chose, aussi dans le domaine rationnel, c'est que je voulais aussi vivre sur un continent euh, où je puisse pratiquer ma religion catholique sans subir de menaces civilisationnelles. Bon, pour être direct, ici, l'islam, à l'exception de deux pays qui sont des micro-pays comme le Suriname et la Guyana, représente moins de 1% des religions pratiquées. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte, voilà, c'est pas juste la langue, et le côté pratique, il y a un côté civilisationnel qui fait que tu te reconnais d'un petit peu d'une identité européenne, Totalement. chrétienne, etc. C'est ça? Alors ici, il y a vraiment, ici, c'est un continent de culture chrétienne et occidentale avec la pratique de la religion catholique. En Colombie, 75-80% des Colombiens sont catholiques. En Argentine, c'est beaucoup plus woke, mais bon, l'Argentine est très occidentale. Ici, c'est un mixte entre l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, et un peu la France. La- L'Argentine est un peu trop européenne pour moi, dans le sens où je suis venu en Amérique du Sud plutôt pour être près des éléments naturels comme la jungle, Dépaysé. comme les hautes montagnes. Néanmoins, voilà, néanmoins, c'est quand même une ville extraordinaire. Et puis, c'est bien de venir dans l'année 3-4 mois pour prendre un bain d'Europe quand on est, par exemple, au nord de la Bolivie, au nord du Paraguay, en pleine jungle, au milieu des caïmans noirs. Voilà. Donc, Ok. il y a énormément d'avantages quand on est occidental parce qu'il y a vraiment, à l'exception du Pérou, il n'y a aucune animosité contre des expatriés français ou européens. Alors justement, pour en parler d'expatriation, tu as créé un site internet et une chaîne pour aider nos compatriotes à trouver des informations, des bons plans, enfin, des Exactement. conseils pour s'expatrier. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Donc c'est Asta America. Je voulais, donc je n'ai plus d'activité professionnelle et je me dis qu'il va quand même pas, il va falloir pallier ce manque. D'abord en créant du contenu à accès libre, et puis petit à petit à proposer des prestations et des formations. Mais pour le moment, tout ce que je produis donc, sur astamerica.com est en accès libre. L'idée, c'est d'apporter des conseils techniques, mais vraiment techniques, sur la façon de vivre en Amérique du Sud et dans les pays que je traverse et que je vais sélectionner, c'est-à-dire la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine et le Chili, que je ne connais pas pour le moment, et de donner des conseils techniques en termes de visa, d'installation, de documents, de façon de vivre aussi, de plan aussi. J'ai créé un plan d'expatriation qui est aussi en accès libre
pour permettre aux gens de programmer un plan et d'avoir tous les items auxquels ils doivent penser pour préparer leur expatriation en Amérique du Sud particulièrement. Ok, ok. Bon, parlons un petit peu plus de sujets, on va dire, d'idéologie, parce que j'ai vu aussi ta chaîne YouTube que tu, je pense, as réactivée. J'ai vu la description. Je vois la zone libre. C'est ça, dédiée à l'aventure, l'expatriation et la sécession, toutes ces différentes Zone formes. libre, oui. Zone Qu'est-ce que libre, c'est que la sécession d'ailleurs? Et j'ai vu ta vidéo qui date d'il y a quelques jours, là, de bonne année. tout à fait. Tu parlais de années de résistance et de sécession, pardon, face au délitement politique, économique, social, culturel que vit notre beau pays. Ensuite, tu parles de plan de soumission islamo-gauchiste et de l'agenda de suggestion néoconservateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On peut faire confiance aux hommes politiques, qu'ils soient pour nous plutôt de droite. Donc, il y a aucun problème à mettre un bulletin de vote pour faire changer les choses, sauf que tous les 5 ans, entre les deux moments où l'on met un bulletin de vote, il faut bien aussi régir sa vie pour s'extraire de ce délitement culturel, social et économique qui touche la France. Et donc, l'activité personnelle est importante. Alors, la sécession, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la sécession, c'est de mettre un espace entre soi, sa famille, si on a une famille, ses proches, et un État qui aujourd'hui ne protège plus le peuple français, mais a plutôt tendance à implémenter du mondialisme et de la soumission en France. Voilà, donc la sécession, c'est une autre façon de dire qu'on est libertarien, une autre façon de dire qu'on défend les libertés individuelles, économiques et sociales face à un État qui est faible avec les forts ou faible avec les voyous et fort avec les braves gens qui payent leurs impôts, qui remplissent leurs devoirs et qui chaque jour vont travailler. D'accord. Donc, sécession, c'est en quelque sorte une volonté d'être indépendant, de ne pas dépendre du gouvernement français, quoi, c'est ça? Mettre un espace entre soi, effectivement, l'action délétère actuelle de l'État français, s'aménager une zone de prospérité, une zone de confort de confort économique, social et culturel qui sera protégée d'action d'un État d'un côté, mais aussi du délitement qu'on peut voir chaque jour dans la rue où les Lola et les Bruno et les Antoine se font tuer. D'accord. Et ça n'arrive pas en Amérique du Sud, il y a quand même l'insécurité ou pas? Parce que c'est pour certains, l'Amérique du Sud, c'est aussi, c'est pas non plus Alors, super l'Amérique du safe. Sud a, l'Amérique du Sud a une grosse réputation d'insécurité qui, à mon avis, date un peu. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de Buenos Aires. Buenos Aires, en 2013, c'était effectivement une ville assez dangereuse. Ou en tout cas, il y avait des, comment, des quartiers qui étaient très dangereux, comme le quartier de Constitution. Bon, aujourd'hui, quand on se promène dans le centre, dans tous les grands centres, grands arrondissements de Buenos Aires, vous avez des policiers partout, vous avez des patrouilles, et puis le fameux quartier de Constitution est un peu dangereux la nuit, mais finalement beaucoup moins qu'à Paris. Voilà, beaucoup moins qu'à Paris. Sur la Colombie et l'Équateur, alors bon, l'Équateur vit aujourd'hui un moment assez dangereux parce que, en fait, ce qui vénère de l'insécurité en Amérique du Sud, c'est principalement les réseaux de narcotrafiquants et de narcotrafiquants de cocaïne qui vont créer de l'insécurité autour de leur activité. C'est aussi la pauvreté, mais il n'y a pas, si vous voulez, de haine. C'est-à-dire que quand vous vous promenez en Amérique du Sud, vous pouvez, si n'avez vraiment pas de chance, parce que moi je traverse ce continent depuis 2 ans, il ne m'est strictement rien arrivé. Alors il y a des gens qui ont des expériences différentes, mais si vous suivez un peu les codes, rien ne vous arrive. C'est-à-dire que les codes, c'est quoi? C'est que lorsque vous arrivez dans une ville, on vous dit, bon, il ne faut pas aller dans tel quartier de telle heure à telle heure. Voilà. Généralement, les quartiers dans lesquels il ne faut pas aller sont les quartiers les moins intéressants.
Donc, si vous suivez ces instructions, il ne vous arrive à rien. Alors, il y a des gens qui, en Colombie, vous disent, ah oui, moi, j'ai été piégé par deux filles qui m'ont drogué, qui ont volé tout dans mon appartement. Mais oui, mais pourquoi il a été piégé par deux filles? Parce qu'il était à 1 heure du matin à une terrasse d'un café. Il y a deux filles qui ont dit, ah, voilà, comment tu es beau, on a envie de faire l'amour avec toi. Bon, il y a un moment, il faut arrêter d'être bête, si vous voulez. Il y a d'autres types qui disent, ah, mais moi, on m'a coincé, j'étais dans un quartier de dealer à 1 heure du matin et je me suis fait dépouiller. Mais qu'est-ce que tu faisais dans un quartier de dealer à 1 heure du Ouais, ils matin? sont mis Bah, eux-mêmes dans ces t'allais situations. chercher, t'allais chercher 50 grammes de drogue, de cocaïne, si vous voulez. Donc, oui, il y a des gens qui se mettent dans des situations précises et puis il y a des gens qui n'ont pas de chance. Mais pour avoir discuté à peu près avec 90 voyageurs, il y en a trois qui ont eu des problèmes. Voilà. Ok. Très... Et il y a Alors, beaucoup, effectivement. Alors, sur les chaînes de YouTube d'expatriation un peu de droite, effectivement, je ne sais pas pourquoi, les YouTubeurs de droite, expatriation ou libertariens n'aiment pas beaucoup l'Amérique du Sud. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui sont totalement fausses. Comme par exemple, j'avais entendu une fois, ah oui, alors il faut pas se promener en kaki en Colombie parce que vous faites tirer dessus. Moi, je suis toujours j'ai un look jean, chaussures montantes et veste de treillis parce que ça me permet d'avoir une poche devant, deux poches devant qui sont fermées, qui sont boutonnées avec mon portefeuille et mon cellulaire. Et voilà. Enfin, je veux dire, donc, pas de problème. il faut quand même, il faut être prudent, prendre ses précautions, surtout quand on arrive dans un pays. Mais j'ai une bonne nouvelle, en fait, Pablo Escobar est mort. Après, pour revenir, enfin pour finir sur la réputation d'insécurité et la codification de l'insécurité en Amérique du Sud, il y a effectivement des zones, par exemple, qui sont un peu plus dangereuses que les autres. Par exemple, en Colombie, les villes qui sont à la frontière avec les Venezuela sont un petit peu plus dangereuses. J'ai traversé 5 frontières terrestres et c'est vrai que la frontière entre l'Équateur et le Pérou, je me suis pas fait agresser, mais je sentais qu'il y avait un climat, disons, Ça qui craint. pouvait être propice à. Non, ça craint pas. En fait, il y a les gens, les commerçants qui sont dans ces villes frontalières savent très bien que les gens comme moi, ou les voyageurs, les touristes, ils passent, ne vont pas ils passent seulement, ils ne vont pas y rester. Donc, il faut leur prendre un maximum d'argent. Donc, par Hmm. exemple, vous arrivez à un hôtel, vous allez payer 40 euros une chambre, mais vraiment pourrie, au Pérou, si vous voulez. C'est complètement hors de prix. Donc, il y a beaucoup de tentatives d'arnaque comme ça, mais D'accord, ok. Bon, ils en c'est pas de profitent. Bon, ouais, l'agression c'est un peu normal. avec. Voilà, c'est ça. C'est pas du braquage. Oui, ça arrive Mais aussi en malgré tout, ce Asie. sont Bon. quand même. Ça arrive partout. Mais c'est des zones où il faut se méfier. Après, il y a des zones comme Guayaquil, donc qui est la deuxième grande ville comment? De l'Équateur, où on dit oui, c'est l'épicentre de tous les trafics. Moi, j'y suis resté un mois, j'ai rencontré des personnes, on a un petit peu fait la fête. Je suis rentré à pied à mon hôtel, mais strictement rien n'y arrivé. Vous voyez, donc, il existe, il y a une insécurité, mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec l'insécurité qu'on peut connaître à Paris, par exemple. Parce que, et je donne un dernier exemple sur cet aspect-là, à Paris, non. En Amérique du Sud, vous vous faites agresser, on vous dit voilà, donne-moi ton portefeuille, donne-moi ta carte. Les gens vous prennent votre portefeuille, vos billets, votre carte et s'en vont. À Paris, vous allez dans le 20e arrondissement, vous êtes suivi par un groupe, vous êtes avec votre copine. Non seulement on vous prend votre argent, mais on vous tabasse pour vous finir au sol. Et si vous n'avez pas beaucoup de chance, on peut aussi violer votre copine sur le capot d'une voiture. Hmm. Voilà. Donc, il y a la délinquance en France, elle est aussi portée par une haine anti-française. Est-ce que la France te manque? Est-ce que tu rentrerais Non. en France un jour? Ah, pas du tout. Hmm. Alors, absolument pas. Et puis, on a Internet aujourd'hui. Donc, bon, si on est un peu nostalgique, on va regarder une vidéo, on va appeler ses parents.
moi, d'ailleurs, je ne sais plus si aujourd'hui on peut parler d'immersion quand on a un pays de langue différente, parce qu'on n'est jamais en immersion. Moi, je regarde beaucoup de vidéos en français, je communique avec beaucoup de Français, je fais moi-même du contenu en français, donc je ne suis pas vraiment en hispano-immersion. Enfin, donc non, la France ne me manque pas. En tout cas, Paris ne me manque pas, ça c'est clair. Ok, ok. Bon, dernière question. Est-ce que tu as des conseils? Donc, tu as des personnes qui voient cette vidéo, ils veulent aller en Amérique du Sud. Par quel pays commencer? Comment faire? Combien de temps rester? Aller en repérage d'abord. Qu'est-ce que tu leur dis? Le premier conseil que je donne, qui à mon avis est valable dans tous les pays du monde, c'est de faire un voyage de repérage. Ça, c'est vraiment important pour savoir si vous êtes fait pour ce continent, pour y vivre, pour voir quel est le rapport avec les habitants. Moi, j'avais choisi la Colombie, après je suis allé dans différents pays, mais je pense que le voyage de repérage est très, très important. Et rien ne remplace le voyage de repérage, parce que vous pouvez voir toutes les vidéos, on a tous notre expérience de l'Amérique du Sud. Moi, j'ai une expérience qui peut être différente de tous les autres, mais il faut aussi avoir un tempérament pour ce continent. Voilà, ça c'est la première chose. Je pense que si vous voulez vous installer en Amérique du Sud ou si vous voulez faire ce fameux voyage de repérage, et si vous ne parlez pas espagnol, il faut avoir les bases de l'espagnol pour pouvoir mieux profiter du continent, comprendre ce qui s'y passe et surtout mieux socialiser. Parce que la socialisation en Amérique du Sud est très, très importante. Les gens sont très amicaux, ils sont très ouverts, ils adorent les Français parce qu'en Amérique du Sud, il n'y a pas de passif colonial avec la France, contrairement à l'Espagne et avec les Américains, les gringos. Donc, on est face à l'exception du Pérou, on est face à des populations très ouvertes, très accueillantes, très curieuses, et dans un continent qui est en train de muter. Parce que les périodes de guérilla sont terminées, il y a encore des problèmes récurrents avec les narcotrafics, mais de moins en moins. Et aujourd'hui, on est dans un continent où tout le monde veut gagner de l'argent, les femmes travaillent, les femmes vont à un salle de gym tous les jours, il y a un vrai désir d'ouverture et d'enrichissement. Tout le monde parle de développement personnel et les gens sont très curieux de l'Europe, sont très curieux des méthodes européennes de management, etc. Donc il y a une vraie curiosité pour l'Europe et une admiration parce qu'on est malgré tout la civilisation mère sur ce continent. Donc il y a une bienveillance, mais pour profiter de cette bienveillance, il faut aussi savoir parler espagnol parce que sur ce continent, très peu de personnes parlent anglais. Très peu de personnes un peu à Buenos Aires, dans les milieux des affaires et les milieux touristiques, comme un peu partout dans toutes les capitales, dans le milieu touristique. Mais sinon, les gens parlent espagnol. Et dans toute l'Amérique du Sud, les gens, il y a le Brésil, bien sûr, avec le portugais, mais la culture est espagnole, la musique est espagnole, les formes musicales sont espagnoles. Donc, on a vraiment un épicentre culturel très fort, on a un ensemble culturel très, très fort et très homogène en Amérique du Sud, puisque les Argentins, de par la langue commune, peuvent écouter des groupes colombiens ou des groupes du Porto Rico. Enfin, il y a beaucoup de transmission, puis il y a beaucoup de partage au sein de ce continent. Et puis, aussi, pour finir sur les avantages, alors je rebondis un peu sur les avantages, c'est aussi ce qu'on appelle le continent de la paix longue. C'est un continent qui a regardé la Première Guerre mondiale dans une chaise longue et la Seconde Guerre mondiale dans une chaise longue. Et si malheureusement le monde connaissait une nouvelle guerre mondiale, je pense qu'on pourrait ressortir la chaise longue aussi. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, c'était intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot? Tu veux dire quelque chose? Écoutez, je pense que une émission comme ça, c'est bien peut-être pour vous donner une autre facette, une autre version d'un continent qui est un petit peu, non pas calomnié, mais qui est toujours vu sous le prisme de l'insécurité. Je pense que le mieux pour découvrir ce continent, c'est de venir et d'habiter dans quelques villes de plusieurs mois. Il y a beaucoup d'offres intéressantes de visas, comme notamment au Paraguay, où on offre un visa de résidence permanente très facilement et pour une somme modique d'environ 1 500 euros. Donc, le Paraguay, c'est la future petite Suisse sud-américaine,
avec une imposition à 0% pour tous les créateurs de contenu ou de production de formation en ligne, parce que c'est un pays qui ne taxe pas tous les revenus qui viennent d'en dehors du pays. D'accord. Voilà. Comme Hong Donc, Kong. comme à Hong Kong. Donc, pour le business, je conseillerais le Paraguay et optionnellement la Colombie. Pour y vivre en tant que retraité, je conseillerais plutôt l'Uruguay, qui est très calme, mais qui a des très beaux bords de mer et un très très bon climat. Pour des jeunes qui aimeraient aussi faire beaucoup de nature, faire beaucoup de trek, faire beaucoup la fête, je conseillerais soit l'Argentine, soit la Colombie. Et pour vraiment les amateurs de nature, je conseillerais l'Équateur. Voilà, en gros. Ben, super, Le Chili, merci. je ne peux pas en parler. On en Voilà, voilà. reparle. Donc, il faut essayer l'Amérique du Sud pour l'aimer. Très bien. On fait une vidéo après sur le Chili, quand une fois que tu l'auras visité. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alain. À très vite. Au revoir, Marc. À Bye. bientôt.